Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Le fait est que la civilisation dite européenne, la civilisation occidentale, telle que l'ont façonné 2 siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les 2 problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance, le problème du prolétariat et le problème colonial. Que déférée à la barre de la raison comme à la barre de la conscience, cette Europe-là est impuissante à se justifier et que de plus en plus elle se réfugie dans l'hypocrisie, dans une hypocrisie d'autant plus odieuse qu'elle a de moins en moins de chances de tromper. L'Europe est indéfendable. Il paraît que c'est la constatation que se confient tout bas les stratèges américains. En soi, cela n'est pas grave. Le grave est que l'Europe est moralement, spirituellement indéfendable. Et aujourd'hui, il se trouve que ce ne sont pas seulement les masses européennes qui incriminent, mais que l'acte d'accusation est proféré sur le plan mondial par des dizaines et des dizaines de millions d'hommes qui, du fond de l'esclavage, s'érigent en juges. On peut tuer en Indochine, torturer à Madagascar, emprisonner en Afrique noire, sévir aux Antilles. Les colonisés savent désormais qu'ils ont sur les colonialistes un avantage. Ils savent que leurs maîtres provisoires mentent. Donc que leurs maîtres sont faibles. Et puisqu'aujourd'hui il m'est demandé de parler de la colonisation et de la civilisation, allons droit au mensonge principal à partir duquel prolifèrent tous les autres. Colonisation et civilisation? La malédiction la plus commune en cette matière, est d'être la dupe de bonne foi d'une hypocrisie collective, habile à mal poser les problèmes pour mieux légitimer les odieuses solutions que l'on apporte. Cela revient à dire que l'essentiel est ici de voir clair, de penser clair, entendre dangereusement, de répondre clair à l'innocente question initiale. Qu'est-ce qu'en son principe que la colonisation? De convenir de ce qu'elle n'est point, ni évangélisation, ni entreprise philanthropique, ni volonté de reculer les frontières de l'ignorance, de la maladie, de la tyrannie, ni élargissement de Dieu, ni extension du droit, d'admettre une fois pour toutes, sans volonté de broncher aux conséquences, que le geste décisif est ici de l'aventurier et du pirate, de l'épicier en grand et de l'armateur, du chercheur d'or et du marchand, de l'appétit et de la force, avec derrière l'ombre portée maléfique d'une forme de civilisation qui, à un moment de son histoire, se constate obligée de façon interne, d'étendre à l'échelle mondiale la concurrence de ces économies antagoniques. Poursuivant mon analyse, je trouve que l'hypocrisie est de date récente, que ni Cortés découvrant Mexico du haut du grand Teucali, ni Pizarro devant Cusco, encore moins Marco Polo devant Cambaluc, ne protestent d'être les fourriers d'un ordre supérieur, qu'ils tuent, qu'ils pillent, qu'ils ont des casques, des lances, des cupidités, que les vapeurs sont venues plus tard, que le grand responsable dans ce domaine est le pédantisme chrétien, pour avoir posé les équations malhonnêtes, christianisme égale civilisation, paganisme sauvagerie, d'où ne pouvait que s'en suivre d'abominables conséquences colonialistes et racistes dont les victimes devaient être les Indiens, les jaunes, les nègres.
Cela réglé, j'admets que mettre les civilisations différentes en contact les unes avec les autres est bien. Que marier des mondes différents est excellent. Qu'une civilisation, quel que soit son génie intime, à se replier sur elle-même s'étiole, que l'échange est ici l'oxygène, et que la grande chance de l'Europe est d'avoir été un carrefour, et que, d'avoir été le lieu géométrique de toutes les idées, le réceptacle de toutes les philosophies, le lieu d'accueil de tous les sentiments, en a fait le meilleur redistributeur d'énergie. Mais alors je pose la question suivante. La colonisation a-t-elle vraiment mis en contact? Ou, si l'on préfère, de toutes les manières d'établir le contact, était cela la meilleure? Je réponds non. Et je dis que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie. Que de toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles expédiées, on ne saurait réussir une seule valeur humaine. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfuis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée, un œil crevé, qu'en France on accepte, une fille violée, qu'en France on accepte, un malgache supplicié et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent mais sûr de l'ensauvagement du continent. Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les Gestapo s'affairent. Les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. On s'étonne, on s'indigne, on dit comme c'est curieux, mais c'est le nazisme, ça passera. Et on attend, et on espère, et on se tait à soi-même la vérité, que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries, que c'est du nazisme, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice, que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absous, on a fermé l'œil là-dessus, on l'a légitimé, parce que jusque-là, il ne s'est appliqué qu'à des peuples non européens. Que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable et qu'il sourd, qu'il perce, qu'il goûte avant de l'engloutir dans ses eaux rougies de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. Oui, il vaudrait la peine d'étudier cliniquement dans le détail les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme et de révéler aux traits distincts et très humanistes, très chrétiens, bourgeois du XXe siècle, qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore, qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, et que s'il vitupère, c'est par manque de logique, et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi. Le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc, c'est l'humiliation de l'homme blanc, et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulis de l'Inde et les nègres d'Afrique. Et c'est là le grand reproche que j'adresse aux
humanisme, d'avoir trop longtemps rapetissé les droits de l'homme, d'en avoir encore une conception étroite et parcellaire, partielle et partiale, et tout compte fait sordidement raciste. J'ai beaucoup parlé d'Hitler, c'est qu'il le mérite. Il permet de voir gros et de saisir que la société capitaliste à son stade actuel est incapable de fonder un droit des gens, comme elle s'avère impuissante à fonder une morale individuelle. Qu'on le veuille ou non, au bout du cul-de-sac Europe, je veux dire l'Europe d'Adenauer, de Schuman, Bidault et quelques autres, il y a Hitler. Au bout du capitalisme désireux de se survivre, il y a Hitler. Au bout de l'humanisme formel et du renoncement philosophique, il y a Hitler. Et dès lors, une de ces phrases s'impose à moi. Nous aspirons non pas à l'égalité, mais à la domination. Le pays de race étrangère devra redevenir un pays de serfs, des journaliers agricoles ou des travailleurs industriels. Il ne s'agit pas de supprimer les inégalités parmi les hommes, mais de les amplifier, d'en faire une loi. Cela sonne net, hautain, brutal, et nous installe en pleine sauvagerie hurlante. Mais descendons d'un degré. Qui parle, j'ai honte à le dire, c'est l'humaniste occidental, le philosophe idéaliste. Qu'il s'appelle Renan, c'est un hasard. Que ce soit tiré d'un livre intitulé La réforme intellectuelle et morale, qu'il ait été écrit en France au lendemain d'une guerre que la France avait voulu du droit contre la force, cela en dit long sur les mœurs bourgeoises. La régénération des races inférieures ou abattardies par les races supérieures est dans l'ordre providentiel de l'humanité. L'homme du peuple est presque toujours chez nous un noble déclassé. Sa lourde main est bien mieux faite pour manier l'épée que l'outil servile. Plutôt que de travailler, il choisit de se battre, c'est-à-dire qu'il revient à son premier état. Regere imperio populos. Voilà notre vocation, verser cette dévorante activité sur des pays qui, comme la Chine, appellent la conquête étrangère, des aventuriers qui troublent la société européenne. Faites un vers sacrum, un essaim, de ceux des Francs, des Lombards, des Normands, chacun sera dans son rôle. La nature a fait une race d'ouvriers, c'est la race chinoise, d'une dextérité de main merveilleuse, sans presque aucun sentiment d'honneur. Gouvernez-la avec justice en prélevant d'elle, pour le bienfait d'un tel gouvernement, un ample douaire au profit de la race conquérante, elle sera satisfaite. Une race de travailleurs de la terre, c'est le nègre. Soyez pour lui bon et humain, et tout sera dans l'ordre. Une race de maîtres et de soldats, c'est la race européenne. Réduisez cette noble race à travailler dans l'ergastule comme des nègres et des Chinois, elle se révolte. Tout révolté est chez nous, plus ou moins un soldat qui a manqué sa vocation, un être fait pour la vie héroïque, et que vous appliquez à cette besogne contraire à sa race, mauvais ouvrier, trop bon soldat. Or, la vie qui révolte nos travailleurs rendrait heureux un Chinois, un Fela, êtres qui ne sont nullement militaires. Que chacun fasse ce pourquoi il est fait, et tout ira bien. Hitler? Rosenberg? Non. Renan. Mais descendons encore d'un degré. C'est le politicien verbeux qui proteste? Personne. Personne que je sache, lorsque M. Albert Sarraut, tenant discours aux élèves de l'école coloniale, leur enseigne qu'il serait puéril d'opposer aux entreprises européennes de colonisation un prétendu droit d'occupation et je ne sais quel autre droit de farouche isolement qui pérenniserait en des mains incapables la vaine possession des richesses sans emploi. Et qui s'indigne d'entendre un certain R.P. Bard assurer que les biens de ce monde, s'ils restaient indéfiniment répartis comme ils le seraient sans la colonisation, ne répondraient pas au dessein de Dieu, ni aux justes exigences de la collectivité humaine.
Attendu, comme l'affirme son confrère en christianisme, le R.P. Müller, que l'humanité ne doit pas, ne peut pas souffrir de l'incapacité, l'incurie, la paresse des peuples sauvages, laisse indéfiniment sans emploi les richesses que Dieu leur a confiées, avec mission de les faire servir au bien de tous, personne. Je veux dire, pas un écrivain patenté, pas un académicien, pas un prédicateur, pas un politicien, pas un croisé du droit et de la religion, pas un défenseur de la personne humaine. Et pourtant, par la bouche des Sao, des Bardes et des Müller, des Renan, par la bouche de ceux qui jugeaient et jugent licite d'appliquer au peuple extra-européen et au bénéfice des nations plus fortes et mieux équipées une sorte d'expropriation pour cause d'utilité publique, c'était déjà Hitler qui parlait. Où veux-je en venir? À cette idée que nul ne colonise innocemment, que nul ne colonise et que nul non plus ne colonise impunément, qu'une nation qui colonise, une civilisation qui justifie la colonisation, donc la force, est déjà une civilisation malade, une civilisation moralement atteinte, qui irrésistiblement, de conséquence en conséquence, de reniement en reniement, appelle son Hitler, je veux dire son châtiment. Colonisation, tête de pont dans une civilisation de la barbarie, d'où à n'importe quel moment peut déboucher la négation pure et simple de la civilisation.